Bienvenue au podcast de la Fondation Ronald Denis. Au travers des épisodes, la chirurgienne, Dr Anne-Sophie Studer, s'entretiendra avec diverses personnes clés à la mission de la Fondation qui démystifieront avec elle le rôle de celle-ci au Québec. Donc, bonjour à tous, je suis Dr Anne-Sophie Studer, chirurgienne générale bariatrique et métabolique au CIUSS du nord de l'île de Montréal. Ça englobe les hôpitaux Sacré-Cœur, Jean Talon et Fleury. Je travaille au même endroit que Dr Sophie Lacharité. On s'est rencontrés quand j'étais venue me spécialiser en trauma, d'ailleurs. Et c'est à toi que je donne la réplique aujourd'hui pour ce nouvel épisode Fondation Ronald Denis et cancer du sein. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je suis Sophie Lacharité. Je travaille également au CIUSS du nord de l'île de Montréal comme chirurgien général et j'ai un attrait particulier pour la traumatologie et surtout les pathologies mammaires, qui correspond plus de 60% de ma pratique. Donc, merci Sophie, et puis merci de te joindre à nous pour faire ce podcast aujourd'hui. Comme tu le sais, moi j'ai zéro expérience dans le domaine, mais comme on est là pour faire de l'information et de la prévention, ce qui est aussi la mission de la Fondation Ronald Denis, j'aimerais ça que tu nous fasses un peu un état des lieux sur cette pathologie dont tu t'occupes. Oui, bien avec plaisir. En fait, le cancer du sein est quand même très important parce que c'est une femme sur 8 qui va faire un cancer du sein dans sa vie. C'est le cancer du sein le plus fréquent chez la femme et c'est la deuxième cause de mortalité également chez la femme. De ce fait, le gouvernement du Québec a établi depuis plusieurs années un programme de dépistage du cancer du sein et chaque femme sont appelées par des centres de radiologie près de chez elles pour passer une mammographie à partir de 50 ans et ce, à tous les 2 ans. Ce qui est quand même très bien pour ces femmes-là. Par contre, les femmes à risque, eux, devraient avoir une mammographie annuelle. Ok. C'est la particularité à retenir ici. Ouais, c'est beaucoup plus fréquent. Et c'est qui Ouais. les femmes à risque? Les femmes à risque, il faut retenir tout d'abord les femmes qui ont déjà fait un cancer du sein. C'est très important. Ou encore les femmes qui sont porteuses d'un gène qui peuvent être associées au cancer du sein. Le plus fréquent et le plus connu, c'est le BRCA. Et c'est un gène qu'on dépiste assez régulièrement et qui est associé au cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer du pancréas et de la prostate. Okay. Il y a d'autres femmes aussi qui sont à risque, ceux qui ont une histoire familiale positive. Quand on parle d'histoire familiale, on va plus se concentrer sur le père, la mère, la sœur ou les frères, mais parfois aussi on inclut les tantes et les grands-parents. En plus, il y a des femmes qui, suite à des mammographies, ont des biopsies qui ne démontrent pas de cancer, mais qui vont démontrer de l'atypie ou encore ce qu'on appelle le carcinome lobulaire in situ. C'est deux entités qui vont augmenter le risque de développer dans un sein comme dans l'autre le cancer du sein. Et encore, celle-là devrait avoir la mammographie annuelle. OK, ça les met dans la case à risque. C'est ça. De même qu'une autre catégorie de patientes, c'est les femmes en très bas âge, là, en bas de 40-45 ans, qui ont eu de la radiothérapie au niveau du thorax pour un lymphome, une autre pathologie cancéreuse, et on irradie le sein par la même occasion et ça augmente le risque de cancer. Donc, ces patients-là, on doit être sensibilisés. Elles doivent être sensibilisées aussi et avoir leur mammographie. Est-ce que ça existe chez l'homme aussi? Chez l'homme, oui. C'est moins fréquent parce que le sein est beaucoup plus petit. Puis c'est plus facilement détectable parce qu'on va sentir une masse rapidement. Sauf qu'il faut quand même continuer à faire un peu d'enseignement par rapport à ça, puis de le dire parce que les gens peuvent attendre après la découverte de la masse parce qu'ils se disent ça doit être ça, les inquiète un pas. kyste ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est préférable de continuer à le dire. Souvent, c'est soit l'homme, soit le médecin de famille ou même la femme qui peut trouver le tout. Et à ce moment-là, on fait la même chose que chez la femme, la mammographie, l'échographie, la biopsie. D'accord, OK.
Alors, donc pour Madame Tout-le-Monde, c'est mammographie aux 2 ans. Casa risque, on dit c'est 1 fois par an, à partir de l'âge de 50 ans. Quels sont les signes, justement, qui doivent faire un peu tilter, là, pour ce genre de pathologie? Oui, ça, encore là, on en parle beaucoup dans les médias ou assez souvent. Alors, toute masse palpable, nouvelle, doit être quand même, même à l'âge de 18 ans, là, surtout à cause des gènes qui sont présents chez certaines catégories de population. Un écoulement du mamelon qui soit de couleur liquidienne, comme de l'eau, ou l'écoulement sanguin. Toute rétraction de la peau également, ou un changement dans la forme du sein, ben, la femme devrait aller voir son médecin de famille beaucoup plus rapidement, s'inquiéter et consulter. Ok, c'est ce que j'allais te demander, parce que du coup, ces patientes-là vont pas attendre d'être appelées par un centre de radiologie passé 50 ans. Par quel corridor, du coup, elles doivent passer si elles sont inquiètes de quelque Ouais, chose? c'est ça. Le plus souvent, c'est par le médecin de famille. Celles qui n'en ont pas, ben, vont passer par le 811 ou le GMF auquel ils sont affiliés, parce que maintenant, vu la pénurie de médecins de famille, ils sont souvent affiliés à un GMF qui vont voir la patiente pour ce problème-là et aura en fin de compte la requête pour la mammographie. Et quand est-ce que tu sais si tu dois les opérer ou pas? Quand est-ce que tu prends cette décision-là? Oui, c'est ça. En fait, une fois que la patiente est dans un centre de radiologie, soit pour sa mammographie aux 2 ans, soit pour la mammographie à cause d'un problème particulier ou sa mammographie annuelle, le centre de radiologie va prendre en charge la mammographie, l'examen. Et s'il y a quelque chose d'anormal, le centre de radiologie va d'emblée appeler la patiente et demander les examens requis supplémentaires, soit une mammographie supplémentaire, soit une échographie. Et sur la base de ça, on va décider si oui ou non on a besoin d'une biopsie. Ok. Et si on a besoin d'une biopsie, à ce moment-là, encore là, le centre de radiologie va l'indiquer à la patiente et va s'assurer que la patiente va être transférée dans un centre hospitalier où il y a ce qu'on appelle un CRID, un centre d'investigation pour la pathologie mammaire très précis et où on offre les biopsies et le suivi. Ok, c'est ça. Donc, c'est le centre de radiologie qui fait le pont directement vers le CRID, où il y a des Oui, spécialistes comme toi c'est en plein pour ça. prendre en Ouais. charge la pathologie. Ok. Et donc là, toi, tu rencontres les patientes, elles ont déjà été biopsiées? Oui, tout à fait. Elles ont eu leur biopsie et on leur donne, en fait, souvent même le médecin qui les a vues en primaire a donné même souvent le résultat. Donc, nous, on les voit surtout dans les cas où il y a un cancer ou qu'il y a de l'atypie. C'est les 2 cas où il y a une besoin de chirurgie. Rarement, les pathologies bénignes vont avoir besoin d'une chirurgie, juste une petite parenthèse, mais des fois, pour un fibroadénome, là, qui est une tumeur bénigne, si c'est très gros, si ça déforme le sein, ou ben, l'atypie, on va être obligé de faire une petite chirurgie aussi pour enlever la zone, mais le plus souvent, c'est les cas de cancer qui seront opérés. Ok. Et alors, j'imagine, comment ça se passe une première consultation quand tu les vois? Parce que j'imagine qu'elles sont en stress, là, elles sont en détresse quand elles arrivent. Elles Ouais. savent qu'il y a un truc suspect, là, puis comment ça se passe, là? Suspect ou cancéreux, en fait, Ouais. plusieurs sont très anxieuses, mais c'est à ce moment-là qu'on leur explique à la fois si c'est un in situ ou un infiltrant, qu'on leur explique c'est quoi le grade de leur tumeur, c'est quoi le stade de leur tumeur, est-ce que leur tumeur est une tumeur qui est, qu'on peut dire entre guillemets, bon pronostic, parce qu'on a l'étude pathologique de cette tumeur-là et on sait aussi que sur la membrane d'une cellule tumorale, s'il y a des récepteurs de positifs pour les hormones, œstrogène, progestérone, ça nous dit vraiment que c'est une tumeur qui ressemble beaucoup à la cellule du sein initial et donc elle est quand même bien différenciée et a un bon pronostic. D'accord. Par contre, s'il n'y a pas ces récepteurs-là ou qu'on retrouve la protéine HER2 sur la membrane, bien, ça nous dit qu'on va partir plus vers un mauvais pronostic et que là, bien, les patientes auront peut-être un traitement un peu plus particulier au départ. Donc, déjà là, on leur explique ça.
Et selon la grosseur de la tumeur, selon s'il y a des ganglions ou pas, il y aura des examens supplémentaires à faire pour s'assurer l'absence de métastases, malheureusement. Ok, ok. Donc, les différents types de traitements là, que tu peux leur proposer. Parce que j'ai l'impression que c'est assez complexe, mais finalement super bien codifié. Fait que ça t'emmènerait à quoi comme geste? Oui, alors comme tu as dit, c'est quand même assez bien implanté les traitements. Tout va dépendre des récepteurs et de la protéine HER2, comme on a discuté antérieurement. Donc, si la patiente a des récepteurs hormonaux négatifs ou encore une protéine HER2 positive sur la cellule et que la tumeur est palpable, à ce moment-là, on doit commencer par une chimiothérapie parce que la tumeur est très agressive et on a beaucoup de chances que la tumeur régresse, voire disparaît avec ce traitement-là. Et pour nous, c'est important de savoir en même temps la réponse à ce traitement-là, qui est la chimiothérapie. Donc, cette catégorie-là de patientes vont avoir leur chirurgie dans un deuxième temps après leur traitement de chimiothérapie. Par contre, celles qui ont des récepteurs hormonaux positifs et que le HER2, la protéine sur la membrane, est négative, on va aller d'emblée à une chirurgie. D'accord. Et c'est quoi le geste chirurgical? Oui, encore là, c'est pour ça qu'on on en parle par étapes. Le geste chirurgical va être fonction toujours de la grosseur de la tumeur par rapport à la grosseur du sein. Parce que si je dois enlever plus de 20 à 30 du volume du sein, c'est évident qu'il va y avoir soit que je diminue le sein, soit qu'il va y avoir une déformation du sein. Dans ce cas-là, on va essayer de trouver un plan B qui peut être soit une oncoplastie, une chirurgie un peu plus compliquée, mais qui va donner un meilleur résultat esthétique, mais qui va de toute façon diminuer un peu le sein. Ou encore, on peut décider d'enlever le sein au complet pour faire une reconstruction qui peut donner parfois un meilleur résultat. Par contre, si la tumeur, par rapport au volume du sein, est moins de 30 du volume du sein, on peut se permettre de garder le sein et faire ce qu'on appelle la mastectomie partielle. Donc, à ce moment-là, et avoir un très beau résultat esthétique avec une chirurgie quand même relativement simple. Quand même, dans tous les cas, les complications sont faibles et les douleurs sont peu importantes. Une fois le sein traité, en même temps, lors de la chirurgie, faut savoir aussi ce qu'il en est des ganglions. Avant l'opération, on fait une investigation pour les ganglions avec l'échographie de l'aisselle. Si les ganglions sont négatifs, on va faire ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, où on va cibler, en fin de compte, par une technique spéciale, les ganglions qui drainent surtout le sein et non pas le bras. En général, on enlève 2-3 ganglions. C'est ces ganglions-là qui vont être analysés primairement. Et en faisant ça, on évite le plus possible d'avoir un œdème du bras, ce qu'on appelle le lymphœdème, qui est toujours très craint dans le cas des chirurgies mammaires. Donc, pour la patiente avec une petite tumeur, la chirurgie est beaucoup plus facile. En général, à ce moment-là, les ganglions sont négatifs, donc l'approche à l'aisselle est beaucoup moins douloureuse et les effets secondaires beaucoup plus faciles à supporter. C'est sûr que dans tous les cas où on garde le sein, on doit faire de la radiothérapie. Par la suite, une fois qu'on a les résultats, on demande une consultation en radiothérapie pour faire la radiothérapie, qui est en général une durée d'1 mois. Mais encore là, c'est du cas par cas. Parfois, on peut le faire sur 5 jours. D'accord. Puis, ça a l'air, que ce soit une mastectomie partielle ou totale, ça a l'air d'être des chirurgies assez mutilantes, là. En tout cas pour l'enveloppe corporelle extérieure. Cette partie-là, tu l'adresses dans un second temps ou comment ça se passe? Ben non, en général, on essaie le plus souvent, si on fait la chirurgie la plus simple possible, la mastectomie partielle simple, quand la tumeur est petite, en général, le résultat esthétique est très beau, même après la radiothérapie, et il n'y a pas d'autre chose, et c'est très, très peu agressant, point de vue esthétique, de ce côté-là. Donc, cette catégorie de patientes-là est quand même assez chanceuse.
Et aussi, d'où l'importance aussi de faire la chimiothérapie pour les gens qui sont candidates avant l'opération, parce que souvent, on va les mettre justement, ils vont changer de groupe, ils vont devenir dans un groupe avec des tumeurs plus petites, avec un résultat esthétique beaucoup plus supérieur. Maintenant, quand on est obligé de faire soit l'oncoplastie, où on va réduire un peu le sein opéré, ou qu'on est obligé d'enlever tout le sein, faire la mastectomie totale, la reconstruction va se faire immédiatement avec un plasticien. OK. Si on enlève tout le sein, en général, si on a des ganglions qui sont négatifs, on n'aura pas besoin de radiothérapie, donc il y a cet avantage-là. D'un autre côté, lorsqu'on a une diminution du sein à cause de l'oncoplastie et qu'on fait la radiothérapie, on attend 1 an, on voit le résultat final et à ce moment-là, il peut avoir une seconde chirurgie sur le sein non opéré pour le réduire tout simplement, pour avoir pour éviter la symétrie entre les deux seins. Pardon. OK, je comprends. Et justement, donc, pour revenir un petit peu à la prise en charge d'un point de vue global, donc, centre de radiologie fait le lien vers le CRID fait le lien vers les spécialistes, puis après, une fois que tu as pris la décision d'opérer, les délais, là, comment ça se passe pour accéder à une salle d'opération? Oui. En fait, nous, on fait le lien aussi avec l'hématologue, avec le plasticien et avec toute l'équipe multidisciplinaire, parce que souvent, toutes ces décisions-là sont prises avec un groupe. Et par la suite, on fait les examens requis et on essaie de faire la chirurgie à l'intérieur d'1 mois. Ces délais-là, naturellement, sont dépendants de la disponibilité des blocs opératoires et de nos infirmières. Et également, si on doit faire une chirurgie avec le chirurgien plasticien, c'est la disponibilité des deux chirurgiens en même temps. C'est ça. Oui. Et ces chirurgies-là peuvent se faire sur le mode de la chirurgie d'un jour? La majorité se font effectivement en chirurgie d'un jour. Fait que la Fondation pourrait très bien s'inscrire dans la prise en charge aussi de ces patientes-là. Oui, c'est ce qui va nous permettre d'opérer en général dans un délai vraiment raisonnable les cas de cancer du sein. Et ça nous aide aussi à trouver des dates qui vont satisfaire à la fois le chirurgien plasticien et le chirurgien général qui sont libres au même moment pour faire la chirurgie. OK, donc ça permet une coordination plus facile en fait. Tout à fait. Écoute, depuis la création de la Fondation, c'est 215 patientes qui ont pu être pris en charge en fait sous le chapeau de la Fondation. Donc, c'est 215 patientes de moins sur les listes du public. C'est pas énorme par rapport à ce que la Fondation a pu offrir pour la chirurgie bariatrique, mais c'est déjà pas mal. Et donc, on espère quand même que pour le futur, ça va continuer là, puis qu'il y en aura plus. Je voudrais un grand merci pour cet échange, Sophie. C'était super. Tu as essayé de simplifier au max. Là, c'est pas une pathologie qui est facile, je pense, ni à vivre, ni à prendre en charge finalement. On remercie également au passage nos supporters du conseil d'administration, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire le podcast de la Fondation Ronald Denis aujourd'hui, à Sébastien Pépin et son équipe de la boîte Virus Média pour cet enregistrement. Et évidemment, on remercie au passage les donateurs, les patients. On est très contente d'évoluer à vos côtés, puis on a hâte de vous en faire découvrir encore plus dans les prochains épisodes. Merci Sophie, à bientôt. Merci beaucoup. Vous voulez faire un don? Vous allez sur fondationronalddenis.com. En haut à droite, vous cliquez sur « Faire un don ». Vous pouvez aussi passer par là pour participer à nos événements de levée de fonds. Vous avez des questions, des commentaires, des retours d'expérience? La page Facebook Fondation Ronald Denis ou bien info@fondationronalddenis.com.